Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette émission consacrée à l'hémicycle. Le dernier numéro vient de sortir ce jour. Le voilà, il sera présenté tout à l'heure avec Éric Revel, notre directeur de la rédaction, directeur général de l'hémicycle également. Et il fera le point sur l'actualité politique ô combien chargée avec François de Rugy, notre invité. Bienvenue François de Rugy. Bonsoir. Alors nous allons parler, vous savez, d'un cahier spécial qui se trouve à l'intérieur, mais il y a une couverture spéciale, mais c'est un compliqué, consacré à la transition sociale et environnementale dans les grandes écoles et les universités. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'est dit qu'au fond, est-ce que les futures générations sont préparées à avoir un impact, à changer le monde et à piloter un monde qui semble partir un peu dans toutes les directions et pas dans les directions qu'on souhaite évidemment. Quoi de mieux pour changer les choses que de confier les commandes à une nouvelle génération qui a conscience des problématiques de rareté des ressources, des problématiques d'inclusion, des problématiques de hausse des températures. Il faut aller dans le détail parfois. Alors nous avons donc invité aux côtés de François de Rugy des personnalités des grandes écoles pour nous dire comment elles forment ces futurs diplômés qui n'hésitent pas à ouvrir leur bouche. François de Rugy me racontait qu'il a eu une expérience un peu délicate avec des anciens diplômés, ou des jeunes diplômés qui lui ont dit ces 4 vérités. Il nous racontera tout à l'heure. Autour de vous, François de Rugy, Alice Guillon, qui est directrice générale de Schema Business School, la grande école de commerce, implantée partout sur la planète, qui a fondé la conférence des directeurs des écoles françaises de management, qui regroupe en fait la conférence des grandes écoles. Bienvenue Alice Guillon. Soud Meyer, directrice adjointe de Centrale Supélec, en charge des sujets développement durable. Quand je lui ai dit que j'allais la présenter comme ça, elle m'a dit « Gilbert, développement durable et responsabilité sociale ». Voilà, parce qu'il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi la société et comment interagissent les citoyens entre eux. Et Dejan Glavas, directeur de l'Institut Intelligence Artificielle for Sustainability AI, exactement, puisqu'il faut dire en anglais, à l'ESCA Business School. Bienvenue à tous. Merci d'être là. François de Rugy, une première question pour vous. Je disais, finalement, mobiliser les jeunes qui vont être aux commandes bientôt, c'est quand même une des solutions la plus pratique et j'avais presque envie de dire la moins chère parce que c'est eux qui vont changer les choses rapidement. C'est sûr qu'en matière d'écologie, mais comme dans d'autres domaines, la santé par exemple, c'est qu'en impliquant tout le monde qu'on peut y arriver. C'est pas toujours le discours dominant, parce que si vous écoutez bien les discours politiques ou médiatiques sur l'écologie, c'est de la faute des États qui ne font rien, ils font rien à cause des entreprises, et ce qu'il faudrait, c'est que les politiques changent et qu'ils imposent aux entreprises la transition, et c'est comme ça qu'on y arriverait. C'est une façon, en fait, de se déresponsabiliser. Donc évidemment que ça doit impliquer tout le monde, y compris les entreprises, y compris les États, les collectivités locales. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile, d'impliquer tout le monde, et c'est même, je pense, ce qu'il y a de plus difficile. Alors François, vous avez été interpellé par des jeunes quand vous étiez ministre de la transition écologique. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes vice-président de la région Pays de Loire et vous êtes également senior advisor dans une banque, et je retrouve son nom, voilà, Avolta, voilà, je cherchais son nom, qui est spécialisé dans les financements de projets à impact, on va dire comme ça. Oui, d'entreprises innovantes, notamment dans la transition écologique. Alors racontez-nous cette anecdote, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ces jeunes? C'était pour un réveil écologique, je crois. Oui, il y avait un manifeste d'étudiants de plusieurs grandes écoles qui avait dû s'élargir d'ailleurs aussi à des universités. Vous savez, c'était l'époque, on a déjà oublié, c'est pas si vieux, c'était il y a 6 ans, il y avait eu les Gilets jaunes à la fin de l'année 2018, et après il y avait eu une grande pétition dite de l'affaire du siècle. On n'a jamais réussi trop à savoir qui avait vraiment signé cette pétition. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui en effet en parlaient. Et dans les universités, dans les grandes écoles, il y avait des étudiants qui s'étaient mobilisés. Donc on les avait rencontrés. Moi, en tant que ministre de la Transition écologique et solidaire, il y avait la ministre de l'Enseignement supérieur, il y avait aussi une secrétaire d'État qui travaillait auprès de moi, Brune Poirson. Et en fait, j'avais été un peu surpris de constater que des étudiants scientifiques, parce qu'on était beaucoup dans des grandes écoles d'ingénieurs, avaient des raisonnements très simplistes sur l'écologie et je dirais très orienté par justement ces discours qu'on entend dans les médias, dans les partis politiques comme les Verts ou dans des associations environnementalistes qui en réalité sont quand même très souvent anti-entreprise, anti-économie, qui pensent que tout est de la faute du politique si on n'avance pas et qui surtout décollent très vite de la science. Et ça, c'est pour moi un problème majeur. Alors, pas que chez les étudiants, évidemment, hein, dans la société en général, dans le débat, les débats autour de l'écologie, dans les médias, à l'Assemblée nationale, dans les instances politiques. Eh bien, en fait, on dit, les scientifiques disent que, mais une fois qu'on a dit, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, disent qu'il y a un problème sur le climat, après c'est terminé. On parle plus de la science. On parle plus de la science sur l'analyse concrète des problèmes qui évidemment est un peu plus complexe que des slogans simplistes. Et puis on parle plus de la science quand on parle des solutions. Alors qu'on devrait examiner toutes les solutions au regard de leur efficacité scientifiquement
scientifiquement mesuré. On se rappelle que des étudiants avaient eu la peau de Total et d'LVMH à Polytechnique, puisqu'ils devaient financer le centre de recherche et ils étaient partis. Alice Guillon, est-ce que la solution passe, je le disais en introduction, passera par les jeunes? Est-ce que vous leur faites confiance parce que vous les voyez tous les jours? Je poserai la question aussi à nos deux invités. Oui, et je pense qu'il faut, il faut dézoomer un peu. C'est-à-dire que quand on parle de la jeunesse, on dit toujours la jeunesse pense ci, la jeunesse pense cela. Et au fond, nous, on a la chance d'être sur 10 sites dans le monde et puis d'avoir lancé une initiative qui s'appelait Youth Talks, qui a récolté 1 million de contributions venant de 45 000 jeunes dans le monde. Ah oui. Et on leur a posé la question, justement, de la considération autour des problématiques de transition et de réveil écologique. Et il faut noter que ce qui se dit et ce qui se passe en France n'est absolument pas nécessairement tout le temps partagé. Alors il y a des choses qui sont partagées évidemment, mais dans tous les pays du monde. Donc pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense que la jeunesse est le moteur nécessaire parce qu'on ne veut pas leur faire endosser des décisions que nous prenons maintenant et en leur disant ce sera finalement votre responsabilité plus tard. Il faut beaucoup plus les écouter, mais une fois qu'on les a écoutés, ce qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire, c'est aller faire partager un socle commun d'une vision qui potentiellement pourrait être donc déployée, et à ce moment-là ils pourront agir ensemble. Mais essayer de faire agir ensemble des jeunes gens alors qu'ils ne partagent absolument pas les mêmes visions ni de la société ni de ce qu'est la transition. Il y a une radicalité parfois chez les jeunes. Oui, mais on ne pourra pas parce ils seront toujours en conflit et il ne se passera rien, et dans 10 ans on pourra faire COP50, il ne se passera rien non plus. Soun, même question. Alors c'est chez les ingénieurs cette fois-ci, parce que là on parlait des managers, des futurs managers. Quoique vous hybridez pas mal avec la technologie dans les écoles de commerce maintenant. Je ne sais pas si on a besoin de les mobiliser parce qu'ils sont force de pression. On l'a vu pour le réveil écologique, on l'a vu avec les accords de Grenoble qu'on a signés. Ils sont vraiment moteurs finalement pour nous pousser justement à développer tous ces aspects développement durable, responsabilité sociétale dans nos enseignements, dans nos formations. En fait, effectivement, ils ont besoin d'un cadre aussi. Il faut qu'on les accompagne dans leur réflexion, dans la maturation de leurs idées, parce que souvent c'est simpliste. Voilà, nous, ils veulent encore qu'on travaille sur Total Énergie, mais leur dire que c'est pas si simple que ça. Et souvent, ils ont des solutions qui finalement manquent de regard global sur l'impact de ce qu'ils voudraient faire. Donc, les mobiliser, oui, surtout les accompagner dans les réflexions, co-construire avec eux des solutions. Et c'est ce qu'on fait avec eux à Centrale Supélec. Ils sont nombreux en plus chez vous, c'est une des plus grosses écoles d'ingénieurs. Oui. C'est Centrale et Supélec en même temps, ça s'est additionné. Je ne suis pas très bon en maths, mais ça doit globalement faire le double par rapport à avant. Mais c'est vrai, on dit souvent que la solution passe par les technologies. Est-ce qu'ils ont cette conviction chevillée en eux aussi, également? Oui, ils ont fait une école d'ingénieurs, donc je pense qu'ils ont cette appétence-là pour... on a des bifurqueurs aussi, mais je pense que, et Romain Soubeyran l'avait souligné dans une... Le directeur général. Pardon, le directeur général, Romain Soubeyran. Pas Romain, évidemment, c'est une star, mais... avait fait une conférence à leur égard, en réponse à un de nos bifurqueurs centraliens, pour leur dire que, il y a des solutions technologiques, il ne faut pas fuir la science parce que c'est pas la solution, mais c'est une des solutions. Et voilà, garder et ils seront moteurs au travers de ça. J'ai discuté avec beaucoup de technologues, je ne sais pas comment on va les appeler, qui disent non mais nos problèmes, on trouvera des solutions, la technique nous sauvera. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, j'espère. Déjà, alors même question, ces jeunes. Oui, tout à fait. Alors ce qui est pour nous important dans un premier temps, c'est qu'ils aient quand même suffisamment conscience de l'enjeu. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est le dernier rapport du GIEC qui met bien en avant la question des générationnels. C'est-à-dire que quand vous lisez le rapport, il est assez clair que les jeunes générations sont à la fois celles qui vont vivre le changement climatique le plus longtemps et celles qui vont être frappées de plein fouet par les conséquences les plus graves du changement climatique. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que on remarque aussi que cette jeunesse est de moins en moins engagée du point de vue citoyen, par le vote notamment. Et donc ça, c'est un élément aussi qui est important en fait de reprendre notre rôle comme école de commerce, école d'ingénieurs, notre rôle de former des citoyens qui ont conscience du fait que leur action va également passer par le vote, l'engagement citoyen. C'est des éléments qui sont fondamentaux. Le deuxième élément que j'aimerais vous partager, c'est que
on a cette problématique qu'on retrouve dans la société entre fin du mois et fin du monde. Je l'ai pas dit, hein. J'ai pas cédé à la facilité, c'est vous. Alors c'est à une autre échelle, parce qu'on parle d'étudiants, d'écoles de commerce, donc des jeunes diplômés qui ont moins la problématique de la pauvreté. Mais si vous voulez, quand vous avez la question du chômage qui est quand même assez forte chez les jeunes en France et ailleurs, et la question également de la rémunération de ces jeunes générations. En fait, la focale sur les questions de transition n'est pas aussi forte chez ces jeunes-là. Et il faut un peu aussi leur faire comprendre que leur avenir... Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Exactement, mais leur avenir économique passe par ça. Dans ce même studio, nous présentions une enquête sur les entreprises préférées des jeunes diplômés des écoles d'ingénieurs. Et devinez qu'est-ce qui arrivait en tête des critères de recrutement. C'était le salaire. Alors, il y a tout ce qui est... La première des Qu'est-ce que ça vous inspire? c'est la réussite. Il y a eu un sondage il n'y a pas très longtemps qui a été publié sur quel est le mode de transport préféré par les jeunes pour partir en vacances. Vous savez quel est le mode de transport qui est mais le plus loin devant tous les autres, c'est l'avion. Et le train arrive derrière. Le covoiturage, par exemple, on pourrait penser, ah oui, ça, les jeunes pratiquent, et c'est vrai, il y en a beaucoup qui le pratiquent, mais c'est très très loin derrière. Voilà, c'est aussi, vous savez, c'est le syndrome, à une époque, on disait, les gens disent, ma télé préférée, c'est Arte, et puis les scores d'audience, c'était TF1. Bon, voilà, c'est entre le déclaratif et l'action, il y a toujours un petit peu de changement. Et moi, d'ailleurs, mais ça me choque pas, on ferait mieux d'assumer qu'il y a des contradictions dans toute société et puis sans doute dans tous nos esprits. On est souvent partagés entre oui, peut-être ce serait mieux de faire ça, mais d'abord il y a la force de l'habitude. Et alors les jeunes sont peut-être moins d'ailleurs là-dedans, donc ça tant mieux parce qu'il y a un côté plus aller vers l'innovation, parce qu'on est moins ancré dans des habitudes de vie, etc. Mais il y a aussi les questions économiques qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Il y a objectivement un certain nombre de choix écologiques qui coûtent plus cher, donc, ou qui vont peut-être s'industrialiser. Là, les jeunes ingénieurs peuvent jouer un rôle sur comment on peut faire des choses à grande échelle qui coûtent moins cher, mais en attendant, souvent, elles coûtent un peu plus cher. Donc ça aussi, on ne peut pas le balayer d'un revers de la main. Pardonnez-moi, je découvre ce magnifique numéro, mais j'en profite pour vous dire que dedans, il y a un banc d'essai. Alors, on n'a pas voulu faire un palmarès, Alice Guillon, vous avez d'habitude des palmarès également à Centrale. Je vous rassure, c'est un banc d'essai. On a simplement listé ce que font les écoles. Ça veut dire qu'il faut tout toiletter de fond en comble. Il faut des nouveaux labels, il faut refaire la finance, il faut refaire le marketing, il faut revoir tous les syllabus. C'est un vrai boulot quand même. C'est pas qu'une petite conférence en début d'année en disant attention l'écologie. Non, complètement. Et effectivement, mais s'il y a un paradoxe, à la limite, c'est pas très grave, parce que ça nous permet à nous de nous dire, voilà le niveau de préparation et ce qu'on doit faire pour essayer de juste faire prendre conscience. Parce qu'il y a effectivement des prises de conscience à des niveaux différents selon les pays du monde, et il faut arriver à ce qu'il y ait cette vision globale qui puisse être partagée, qui puisse être portée ou pas, peu importe, mais en tout cas qu'il y en ait une partie qui puisse être partagée. Alors revenons aux écoles. Le contenu, parce que effectivement, on est parti, c'est ce que vous disiez, un peu dans tous les sens, parce qu'il y avait eu une pression très forte pendant 2 ans. Aujourd'hui, je confirme qu'on en parle beaucoup moins, c'est-à-dire les jeunes générations sont beaucoup moins concernées. Alors peut-être parce qu'ils ont été déjà un petit peu formés et accompagnés, mais je pense que les écoles aujourd'hui, et nous en particulier, on a revu l'intégralité de nos cours à l'aune d'une réflexion autour des transitions. Après, chacun à faire ses stratégies. Nous, on a choisi ce qu'on a appelé un plan 3D, c'est-à-dire diversité, décarbonation et digital for good, on en reparlera. Vous le présentez hein, d'ailleurs. Oui, mais parce qu'on part du principe qu'on ne pourra pas tout couvrir, nous, à l'échelle d'une école. Et donc si chacun, avec nos spécialisations, on est capable de faire des choix qui peuvent amener les jeunesses à réfléchir un peu différemment, on aura des comportements, mais peut-être qui vont accompagner. Est-ce qu'on va arrêter demain de prendre l'avion? Je pense que non, c'est pas du tout ce qui est en train de se faire. En revanche, travailler avec les avionneurs pour essayer de dire que ce soit moins polluant et que ce soit plus raisonnable, on peut arriver à des choses comme ça. J'ai un spécialiste en finance qui disait on ne pourra plus être sur des taux de rentabilité ou faire des tableaux en croix, enfin, des comptes de résultats avec l'optimisation du résultat ou du bénéfice. Il y aura une dimension impact qu'il faudra intégrer. Donc le financier, ce sera plus celui qui gagnera le plus de bonus ou qui maximisera ses... Il pourra peut-être gagner beaucoup plus d'argent en raisonnant impact. Et c'est là où on aura vraiment transformé profondément la société. On cherche à convaincre tout le monde, évidemment. Mais c'est vrai que ça donne une autre perspective, y compris sur les RH. Idem pour vous, j'imagine que dans la techno, il faut cette notion impact dans les critères de réussite, j'imagine maintenant.
Oui, alors nous, sur le central Supélec, la difficulté, c'est qu'on a des contraintes de la CTI en nombre d'heures. Et que alors si CTI, il n'y a pas d'acronyme. Ah, pardon. Alors, c'est la commission des titres d'ingénieur. C'est la commission qui valide le titre d'ingénieur, qui met le tampon sur le... Voilà. Qui certifie que c'est une bonne formation d'ingénieur. Bon, vous savez pour Centrale. Centrale Supélec, pardon. On a un cadre où on est contraint en nombre d'heures. Donc, maître des sciences du climat, etc., c'est finalement qu'est-ce que j'enlève pour rajouter ça. Donc, l'idée, ça a été, bien sûr, il faut rajouter des éléments vraiment spécifiques au développement durable, mais surtout, ce qu'il faut, c'est intégrer dans tous nos enseignements l'impact environnemental des solutions technologiques qu'on propose. Et donc, ce n'est pas le développement durable, c'est pas et la responsabilité sociétale, c'est pas quelque chose à côté de nos enseignements de technologie scientifique, c'est vraiment à l'intérieur. Et donc l'idée, c'est dans tous les projets que nos étudiants font, c'est de mesurer l'impact que ces projets ont en dehors des impacts financiers, etc. C'est intégrer une autre partie, un autre point de vue, et surtout travailler sur une vision vraiment globale du système. On parle de transdisciplinarité, et donc l'idée, c'est vraiment de dire, il y a l'aspect scientifique, technologique, mais mesurer aussi l'impact sociétal, l'impact environnemental. Vous l'avez répété avant, c'est vrai que le S il est très important. L'impact juridique. On l'a vu sur des exemples avec les éoliennes. C'est pas tout d'avoir un superbe objet technologique qui fonctionne super bien. C'est derrière où je le mets, la réaction de la société vis-à-vis de ces éoliennes bruyantes qui finalement rendent le paysage pas aussi magnifique qu'il était avant. Et donc c'est mesurer tous ces impacts-là au moment. L'acceptabilité, c'est ça. Donc c'est vraiment intégrer tous ces aspects sociétaux. Donc c'est vraiment la rencontre entre les SHS et la technologie. Et la SHS. Vous n'arrêtez pas. Ah, pardon, sciences humaines et sociales. Sciences humaines et sociales, voilà, je précise. On fera, vous savez, comme au Japon, dans les journaux, il y a le décryptage avec chaque mot, parce que c'est un peu compliqué. Je suis allé au Japon, comme vous pouvez le voir. Déjà, alors non, juste un mot, parce que vous êtes spécialiste. Alors, vous faites aussi beaucoup d'IA à Schema, mais vous êtes responsable du centre IA à LSK. C'est vraiment un cas typique qui cristallise un peu toutes les contradictions, parce que c'est quand même, ça consomme de l'eau, ça consomme beaucoup d'électricité, et pourtant, c'est indispensable. Alors, je vais quand même parler un peu des programmes de manière plus large. On a effectivement, alors nous, on a quand même un cas particulier, c'est que nos étudiants, on est une école post-bac, donc on a beaucoup d'étudiants qui sortent du bac, qui ont des connaissances dans le domaine de la transition, qui sont quand même assez limitées. C'est fine, oui. Ce qui nous a beaucoup surpris, si vous voulez, quand on fait les jurys d'admission, c'est que beaucoup d'étudiants n'ont jamais entendu parler de l'accord de Paris sur le climat. Ouais, à 18 ans, en gros. Exactement, à 18 ans. Et donc, on commence par les bases. Donc, nous, on a une partie dans le premier cycle où on va enseigner aux étudiants les bases. Les fondamentaux, quoi. Les fondamentaux des accords, du changement climatique, de la physique du climat, alors sans rentrer dans le détail, évidemment. Et puis après, par la suite, on intègre dans les cours, effectivement, des dimensions RSE, dans les cours de marketing, finance et digital. Et donc, vous parliez du cas du digital. Quand on interview des jeunes, il y en a qui parlent de la surconsommation de Google, plus 50% quelques années d'énergie. Enfin, c'est... Alors, c'est une problématique qui est difficile à appréhender, alors pour les étudiants, mais pour nous aussi. C'est-à-dire que quand vous utilisez du digital, vous n'avez pas forcément conscience de la consommation en termes d'énergie. Et alors, en termes d'eau et de ressources, si vous demandez à la population, les gens ne sont pas forcément conscients du fait que l'usage d'un modèle d'IA consomme de l'eau. Et ça consomme également des matières premières, des ressources, notamment des terres rares. Donc ça, c'est une problématique que nous avons assez vite identifiée, alors qui était importante du point de vue de la recherche. On a trouvé un espace de recherche dans ce domaine qui nous semblait intéressant. Et en travaillant sur ces sujets, on s'est rendu compte qu'il y a finalement peu de travaux, ou encore à date, peu de travaux sur l'impact énergétique, l'impact écologique de l'IA. Donc l'école, l'ESCA, s'est positionnée sur ces sujets, d'abord du point de vue de la production de connaissances. C'était un premier point, et évidemment, suite à cela, l'idée est d'utiliser cette connaissance pour la transmettre. Faire évoluer les choses. Exactement. Transmettre aux étudiants
et faire de la recherche, ce qu'on appelle de la recherche à impact. Comment ça s'appelait, là, les petites poupées là, qu'on fabriquait? Il paraît que c'était 2 piscines, je crois, à chaque fois qu'on fasse. Vous savez, là, je sais pas, les smart, je sais pas quoi. Personne ne peut m'aider. Bon, enfin, bref, c'était des petits personnages. Mais on est trop vieux, c'est vrai que c'était un truc. Mais ça consommait une folie. Donc c'est vrai que l'IA, c'est un vrai sujet. Alice Guillon, vous avez un centre de recherche au Canada sur ce sujet-là. Alors j'imagine que vous avez travaillé aussi sur toutes ces problématiques. C'est vrai que là, on est au cœur d'une contradiction, c'est-à-dire qu'on a besoin d'IA, mais en même temps, on est en train de, je dirais pas creuser notre tombe, mais en tout cas, il faudra quand même réfléchir à une IA beaucoup plus frugale. Oui, oui. Alors, nous, effectivement, on a lancé un centre de recherche en intelligence artificielle pour l'académique et pour la pédagogie, donc pour créer des programmes et des outils qui permettent de gagner du temps et puis d'intégrer dans une doctrine de l'enseignement l'intelligence artificielle pour les étudiants. Mais dans le plan 3D, quand on parle de Digital for Good, on a vraiment un accompagnement de nos 12 000 étudiants un peu partout pour leur apprendre, en fait, cette IA frugale. Mais par exemple, on a des clean day, donc on a été capable d'enlever 9 téraoctets de surcharge, on va dire, dans les stocks, dans tout ce qui était... et parce que les étudiants, pardon, ils consomment, ils stockent. Donc, il y a quelques bons réflexes à leur apprendre, à leur faire comprendre, effectivement, que la pollution numérique est potentiellement beaucoup plus élevée à terme que la pollution, j'allais dire fossile avec les voyages. Et donc, ils prennent conscience petit à petit et il faut les accompagner à avoir ces bons réflexes pour pas avoir 4 ou 5 tablettes, 4-5 téléphones, pour avoir des moments de déconnexion et puis des moments où justement ils devront nettoyer et se séparer de tout leur stock de data pour pouvoir justement libérer de la bande passante. Mais c'est un accompagnement. Et vous parliez effectivement de ce que vous faisiez avec la CTI, et je finirai là-dessus. À la CEF, alors la Commission d'évaluation des diplômes de gestion et la conférence des directeurs des écoles françaises de management, nous avons créé un référentiel des DRSE et nous avons incité toutes les écoles de commerce à l'adopter. C'est dans le tableau, le banc d'essai. Et toutes les écoles citées, il y a pour cet accompagnement et cette éducation, on va dire, sur tous les domaines, y compris évidemment la technologie pour nos étudiants. Et donc effectivement, cette prise de conscience collective passera par le fait de marteler un certain nombre d'éléments, mais sans les empêcher. L'idée de j'aime pas beaucoup le mot éduquer, mais de les accompagner pour prendre conscience, c'est beaucoup plus fort et puissant que de leur dire interdiction de prendre l'avion, puisque là, ils vont aller immédiatement faire l'inverse. Donc je pense que nous, on a un rôle à jouer qui est aujourd'hui fondamental. Alors vous avez le label des DRS, c'est dans mon tableau. Bien sûr, on a le label des DRS, on a adopté le label des DRS, on a tout fait bien. François de Rugy, quand on est aux commandes en politique, quand on entend des jeunes qui disent les gamins de 18 ans, ils arrivent, ils connaissent pas le sujet. Finalement, il y a quand même une acculturation de la population à faire qui est beaucoup plus longue que celle qu'on pense, parce que des sujets comme le manque de ressources, la pollution, ça devrait sauter aux yeux à tout le monde. Oui, dans ce domaine-là comme dans d'autres d'ailleurs, mais c'est vrai que je pense que dans le débat politique et médiatique, on fonctionne un peu trop avec des évidences simplistes. Déjà, on dit la jeunesse, et on considère que tous les jeunes pensent pareil. Mais quand vous regardez ce que votent, par exemple, les jeunes, ils votent pas tous pareil, c'est normal, ils sont divers. Moi, j'avais organisé un débat au ministère quand j'étais ministre, avec justement les signataires de la fameuse pétition pour le climat, et en disant il faut faire plus pour le climat, etc. Et il y avait une jeune femme qui venait de Seine-Saint-Denis, elle prend la parole et elle dit « Je vous entends, vous dites qu'on n'en fait pas assez, qu'il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. » Et elle dit « Mais moi, dans ma famille, j'ai plusieurs frères et sœurs, moi je suis intéressé par l'écologie. Déjà, je vais moins loin que tout ce que vous dites là, et mes frères et sœurs, ils me disent, t'es complètement folle, qu'est-ce que c'est que ces idioties, nous on n'a pas envie d'entendre parler de ça, on veut consommer sans limite justement nos smartphones, on veut une voiture, on veut ça, c'est ça nos objectifs dans la vie, on veut consommer, on veut acheter des habits, y compris sur les sites internet où il n'y a aucun critère RSE, évidemment, et donc elle a essayé de faire prendre conscience à d'autres jeunes, parce que c'était d'autres jeunes, y compris qui étaient là, du décalage qu'il pouvait y avoir au sein même de la même classe d'âge, dans le même pays, la France. Et je voyais bien que ceux qui pensaient qu'on n'allait pas assez vite, pas assez fort, pas assez loin, ils voulaient pas entendre ça. Ils voulaient même pas l'entendre. Et déjà, si au moins, j'espère que c'est le cas dans les écoles d'ingénieurs ou de managers ou les universités, etc., qu'au moins les jeunes se parlent entre eux et que ceux qui disent faudrait aller plus vite, plus fort, plus loin, acceptent d'entendre
les autres et essaye évidemment de les convaincre s'ils veulent. Puis après, chacun fait ce qu'il veut dans Ce sa vie. retour en évidemment. arrière qu'on voit dans certains pays, pour ne pas les citer, outre-Atlantique, pour citer le principal. Et ça peut même arriver chez nous. Hein. Ouais, Il n'y a pas qu'aux États-Unis. On n'est pas à l'abri, on n'est que, pas à l'abri. On n'est pas à avec l'abri. Trump, hein, Ouais. ouais. Est-ce que finalement, c'est pas un coup dur, parce que finalement, c'est stop and go en permanence sur ce sujet-là? Oui, mais après, on peut se poser la question aussi de parfois, est-ce qu'il n'y a pas des mouvements de balancier? Pendant des années, il faut aussi le reconnaître, moi j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie il y a 35 ans quand j'étais au lycée, et à cette époque-là, bon, ça n'intéressait Vous pas grand prêchiez monde. dans les Quand je déserts. suis arrivé dans une grande école bien connue à Paris, Sciences Po, personne ne s'intéressait à l'écologie, hein, personne. Bon. Et aujourd'hui, il y a eu des mouvements qui ont réussi, et tant mieux, hein, à ce que ce sujet soit au premier rang des priorités. Du coup, ça a amené à prendre des mesures. À l'échelle mondiale, les accords internationaux sur le climat, à l'échelle européenne, quand même, le pacte vert, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont très loin. En France, hein, notre pays, contrairement à ce que disent beaucoup de médias français, notre pays est un des pays qui va le plus loin en Europe dans beaucoup de domaines. On beaucoup le plus. reproche d'ailleurs. Oui, mais c'est trop. il y a encore des médias qui disent non, mais c'est mieux ailleurs, les Allemands. Non, l'Allemagne, par exemple, est beaucoup le pied sur le frein par merci rapport pour à le la France. nucléaire, les Allemands, Voilà, d'ailleurs. sur l'énergie ou franchement, sur l'automobile. Eh bien, il y a peut-être aujourd'hui beaucoup de citoyens en France, comme aux États-Unis, comme en Allemagne, comme en Hollande. Il y a eu un mouvement en Hollande il y a 2 ans qui disent ça va trop loin, ça va trop vite, ça va trop fort. Et du coup, qui veulent, sinon un retour en arrière, en tout cas, un pied sur le frein, une pause. Alors, c'est compliqué parce que moi je trouve que parfois ça peut se comprendre, en tout cas en termes de rythme. Il faut accepter que les choses ne se fassent pas du jour au lendemain et que la marche forcée c'est rarement la bonne marche pour le changement. Après c'est dommage, moi je trouve ça aussi dommage s'il y a des moments, hop, on donne des coups de barre dans l'autre sens et où là en effet, y compris d'un point de vue économique, sans employer les termes préférés des fonds d'investissement, on va détruire de la valeur. Parce que si par exemple en Europe on change complètement de cap sur la voiture électrique, ça veut dire que tous les investissements qui ont été faits dans l'industrie sur les voitures électriques vont être détruits. Et ce serait dramatique. Ça s'est fait un peu contre notre industrie. Enfin bon, c'est ce que disent beaucoup de... Bon, enfin, de toute façon, on ne va pas parler de ça. C'est un autre débat, mais ce serait dommage de revenir en arrière. On va rester 3 heures ensemble. On redonnerait en effet l'avantage aux Chinois qui ont déjà pris une avance sur le sujet. Les Chinois sont en avance sur beaucoup de choses. Alice, juste un petit mot, vous baladez partout sur la planète. Quand vous revenez, je vous croise parfois quand vous venez d'étrangers, vous me dites, oh là là, ils font pas la gueule là-bas, ils sont vraiment très engagés, ils sont vraiment à fond. Et vous avez l'impression que nous, on est toujours un peu, on doute, on hésite, alors que même s'il y a des volontés politiques variées, on est beaucoup plus mobilisés. Alors nous, on est très mobilisés sur plein de choses, là où effectivement dans d'autres pays, ils sont peut-être un peu moins mobilisés, mais peut-être mieux organisés. Donc il n'y a pas... Oui, vous reveniez du Brésil, je me souviens, vous disiez, oh là là, là-bas, ils avancent, quoi. Oui, il y a moins de doutes et il y a moins d'inquiétude, il y a moins de frustration, même si le pays, nous on a un gros campus au Brésil et on peut dire qu'ils vivent des moments entre la fracture sociale, les problématiques d'inflation, voilà, la stabilité politique, ils font face quand même à des problèmes parfois beaucoup plus graves que les nôtres. Mais il y a cette idée de se dire c'est encore une terre ouverte dans laquelle on peut entreprendre, on peut faire des choses. On n'a pas, ils disent toujours ici, nos petits nous disent toujours on a l'impression de démarrer avec des boulets aux pieds. Et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à casser un peu cette ambiance qui est souvent un peu pesante et négative, alors qu'on a des atouts qui sont extraordinaires dans notre pays. Moi, plus je voyage et plus j'aime rentrer en France en fait. Et je voyage beaucoup. Je vous dirai pas le nombre de vols que je fais par an. Non, ça serait pas bien, mais on peut rapporter des choses très positives et se dire qu'avec ces atouts-là, mais je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit, il faut qu'on arrête de se dire le mieux est l'ennemi du bien. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on part en devenant complètement fou, en se disant il faut tout investir sur un sujet, etc. Tout le monde devient un peu hystérique, et puis ensuite, quand on fait le retour en arrière, on pense que c'est la fin du monde. Donc il faut arriver peut-être à poser, et puis surtout écouter. Je pense que ce qui manque potentiellement, alors je dis pas qu'au Brésil ou aux États-Unis ou là où nous on a nos campus en Chine, à Dubaï ou ailleurs, on écoute plus. Mais à un moment donné, je pense que nous on a cette capacité et on l'a fait nous avec Youth Talks. Arrêtons-nous et écoutons les jeunesses. Et quand on écoute, on apprend. Et quand on apprend, on se dit on peut arriver à mettre en place des stratégies collectives dans lesquelles on va pouvoir embarquer tout le monde, et même à un petit niveau. C'est pas la peine d'essayer d'atteindre la Lune, mais on pourra faire bouger et on pourra faire bouger massivement. C'est ce que dit Jacques
ici du Shift Project, hein, il faut se Mais trouver oui. des objectifs atteignables, hein, parce que Mais bien sinon sûr. on n'y arrivera pas. Mais Une sinon, dernière c'est- question, il nous reste c'est 5 fou. minutes à passer ensemble. Moi, j'aimerais savoir si les jeunes, les petits que vous formez, est-ce que ils sont en capacité de bouger les choses? Parce que vous m'avez dit, ils y vont au combat, mais est-ce qu'ils réussiront à faire bouger les choses? Parce que si les entreprises ne bougent pas, ce sera que du discours. Je pense qu'ils ont envie, c'est déjà bien. Nous, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, on a énormément d'étudiants qui ont envie de s'engager dans la vie politique pour justement être acteurs et pas subir, donc agir. Et ils nous demandent, voilà, on les forme, on les accompagne pour passer les concours des grands corps d'État. Et c'est de plus en plus ce qu'on voit, vraiment un engagement d'être acteur au sein de l'entreprise aussi pour transformer. On a sorti récemment le guide label climatique, justement pour les aider à avoir cette grille de lecture sur les engagements RSE des entreprises. Est-ce que c'est du greenwashing ou au contraire est-ce que c'est un réel engagement? Donc voilà, dans tous les labels qui sont sortis, on a essayé de les aider. Ah oui, c'est vrai, vous avez décrypté comment Tout se à faire fait. recruter par une entreprise vraiment verte. C'est ça, hein, c'est un peu ça. Mais c'était intéressant vraiment par une approche scientifique, hein, c'était aussi dans le cadre d'un doctorat, Ah oui. de pouvoir dire voilà, quel est le label, et il n'y en a pas un qui soit meilleur que les autres, donc sur la base de différents critères, de les aider à décoder justement quel est l'engagement de l'entreprise, s'il est réel ou au contraire modéré. Et donc leur offrir cette grille de lecture pour savoir où est-ce qu'ils doivent s'engager, où est-ce que ça répond à leurs attentes. Déjà, Donc, est-ce qu'ils sont prêts à. Les entreprises que vous côtoyez, elles sont prêtes à accueillir ces jeunes qui vont leur dire allez, on arrête les bêtises? On a même une demande assez forte. Alors, moi, je dirige entre autres un master spécialisé sur les questions de finances durables. Et les entreprises avec lesquelles j'ai l'occasion d'échanger me demandent des étudiants qui connaissent évidemment les sujets de fond, la question de fond, mais également la réglementation, mais également l'intégration, comment vous intégrez les facteurs environnementaux, sociaux de gouvernance dans, par exemple, la valorisation en finance. C'est des choses qui ne sont pas vraiment répandues, ce ne sont pas des connaissances qui sont répandues chez les jeunes. Et donc, j'ai une forte demande des entreprises. Donc elles demandent. Elles demandent ce genre de profil. Elles ont évidemment, pour plusieurs raisons, la première, c'est qu'elles doivent répondre évidemment aux besoins réglementaires. Ouais. Mais elles ont également besoin de ces jeunes-là qui ont ces connaissances à la fois, si vous voulez, sur les questions ESG, donc environnementales, sociales et de gouvernance, et de finance, pour les aider à créer de la valeur économique. Et ça, c'est des profils qui sont encore aujourd'hui très demandés par les entreprises, les banques, les fonds, les institutions financières. Alice, même question pour vous. Les entreprises, elles sont prêtes à bouger? Alors, j'ai cru comprendre que oui. Mais vous les sentez comme ça aussi? Oui. Parce que parfois, il y a le discours RH pour attirer Non, les non, talents. il y a- Puis une il y fois a- qu'on est dedans, non, bon, tu non. te mets au bureau et tu vois ça. Voilà. Non, les entreprises sont prêtes. Moi, je dirais deux choses par rapport à ça. La première, c'est qu'effectivement, on a des demandes pour ces talents-là. On a des demandes aujourd'hui de plus en plus des entreprises. Alors, je pourrais vous faire un panorama mondial pour vous expliquer qu'il y en a un peu plus, effectivement, en France, peut-être pour d'autres raisons que, effectivement, en ce moment aux États-Unis ou ailleurs. Mais, par exemple, en Chine, on a 2 gros sites en Chine. On voit de plus en plus de demandes avec ces compétences-là. Donc, l'idée de la double compétence est très importante. Mais plus important encore, je pense, dans cette fameuse enquête YouStocks, je rappelle 45 000 jeunes de 15 à 29 ans, 1 million de contributions. Quand on leur a posé la question, qu'attendez-vous des établissements d'enseignement supérieur si vous avez la chance d'y étudier? Et ceux qui n'avaient pas la chance d'y étudier, ils ont convergé en disant apprenez-nous, donnez-nous des valeurs, donnez-nous des vertus et apprenez-nous à dialoguer ensemble à l'échelle de la planète. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement fort pour que eux puissent agir ensemble. Et à ce moment-là, c'est toujours pareil. S'ils sont organisés collectivement, ils pourront faire plus rapidement bouger des entreprises qui seraient dans tel ou tel pays un peu plus réfractaires. Donc je pense que la solution viendra effectivement à partir des jeunesses. Encore faut-il savoir les écouter et les accompagner. Mais c'est ce que vous disiez. François de Rugy, il nous reste 1 minute. On va conclure avant de retrouver Éric Revel. J'allais dire le grand Éric Revel parce qu'il est vraiment très grand, qui nous parlera du dernier numéro. Qu'est-ce que tu votes pour les vacances? Vous allez voir, la créa est toujours très forte sur nos numéros. François de Rugy, je le disais au début, à l'éducation, ça reste quand même le driver le plus efficace pour aller vers Oui, cette puis surtout, transition. moi, ça me rend quand même optimiste. Autant je trouve qu'on peut être pessimiste quand on voit l'évolution du débat politique, pas qu'en France, d'ailleurs, mais notamment en France. Autant je vois quand même de la créativité
et pas que chez les jeunes d'ailleurs, mais notamment chez les jeunes, sur ces sujets de développement durable, d'écologie, de transition écologique, dans plein de domaines, l'énergie, l'eau, les nouveaux aliments, l'agriculture, etc., au croisement justement d'ingénieurs, de jeunes ingénieurs qui mettent leur savoir-faire au service de ces nouvelles technologies, et aussi de gestionnaires ou de managers, de gens qui disent moi j'ai envie à ma façon, mais il faut que ce soit une vraie économie, il faut que ce soit quelque chose qui marche, et ça rend optimiste, parce que c'est les solutions de demain qui, alors bien sûr, moi je rencontre des entrepreneurs à une époque qui disaient on veut faire la Tesla du tracteur électrique par exemple. Bon, c'est un peu moins la mode, mais on rêve d'être le leader mondial. Bon, tout le monde ne sera pas le leader mondial, mais sans cela, il y aura quand même plein de choses à faire et plein d'entreprises à créer. Moi, j'incite d'ailleurs les jeunes à être des créateurs d'entreprises. Bon, et puis il y a un senior advisor d'une banque d'investissement, donc j'ai son 06 pour ceux qui cherchent un peu de sous. Voilà. Merci beaucoup, c'était passionnant. Évidemment, je vous laisse avec Eric Revel qui va commenter l'actualité politique, l'actualité mondiale avec vous, François de Rugy. Merci et très belle soirée. À bientôt. Un petit peu de musique, on se retrouve. François de Rugy, bonsoir. Bonsoir. Je suis très content de vous retrouver. Président de l'Assemblée nationale, ministre de la Transition écologique, on va parler d'écologie, d'économie aussi, de tout ce qui se passe en ce moment. Mais je voulais vous dire une chose qui me tient à cœur, c'est que vous incarnez pour moi une écologie positive. Non mais je vais vous dire, c'est important parce que souvent les Français, on va parler des ZFE pour commencer, puisque l'Assemblée nationale a voté l'abrogation des ZFE, souvent les Français, ils ont l'impression qu'on les contraint, qu'on leur apporte pas de solution, qu'on leur propose des problèmes et qu'on les culpabilise en les rendant responsables de ces problèmes. Forcément, les Français ils se déplacent, ils consomment, ils recyclent ou pas. Donc je voulais vous le dire parce que c'est une écologie à la fois sérieuse et une écologie qu'on comprend parce que vous apportez des solutions. Est-ce que ce petit portrait vous va ? Très bien, très bien. Mais c'est vrai que dans le débat politique, et à mon avis ça s'est aggravé ces dernières années, la musique dominante sur l'écologie, c'est d'abord très catastrophiste. C'est alarmiste, mais alors, le problème, c'est que les alarmes, si on tire la sonnette d'alarme, le lundi, le mardi, le mercredi, ainsi de suite, l'année 2015, l'année 2025 de la même façon, au bout d'un moment, je pense que pour beaucoup de citoyens, ça perd de sa valeur. Parce que si on annonce la catastrophe pour demain, tous les ans, c'est un peu problématique par rapport à la réalité. Ça, c'est quand même quelque chose qui est justement pesant. Et je pense que beaucoup de gens, au bout d'un moment, se disent « Oh, il y en a ras-le-bol de ce discours catastrophiste. En plus, ça ne correspond pas à la réalité. Si c'est ça, j'ai même plus envie d'en entendre parler. » Donc, ça veut dire qu'on balaye d'un revers de la main des réalités qui sont bien existantes. Le réchauffement climatique, on peut en mesurer maintenant les effets. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'avec ce discours catastrophiste alarmiste, évidemment, il y a un discours maximaliste, radical, sur il faut tout changer tout de suite. Et quand on prend des mesures, maintenant, n'importe quel ministre de l'écologie, quel qu'il soit, qui vient dans un débat à dire voilà, nous allons faire ci sur tel sujet, etc. Tout de suite, on va lui dire que ça va pas assez loin. Certains de vos anciens collègues qui sont claquemurés, qui vivent reclus dans leur ferme. Comment s'appelle Yves Cochet. Yves Cochet, qui dit voilà, la fin du du monde. Une exception. Mais très bien, très bien. Mais vous savez, ce matin, j'étais avec Michel Michel Barnier. Lui, au moins, il a le choix de la cohérence. Ouais. Parce que ceux qui courent les plateaux télé
au nom des Verts ou d'un certain nombre d'ONG pour dire il faut tout changer tout de suite, alors qu'eux-mêmes seraient incapables de le faire dans leur propre vie, évidemment, ça suscite une réaction de rejet chez les Français. Ce matin, j'étais avec Michel Barnier et on parlait d'écologie. Justement. Et d'ailleurs, il parlait mais justement, ministre de l'environnement, il a été un des pionniers du sujet. Et il m'a dit quelque chose qui m'a frappé, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, il m'a dit, mais en fait, Éric, l'écologie n'appartient pas aux Verts. Elle appartient à tous les Français. Et surtout, il faudrait que tout le monde s'en empare. Et ça, je pense que les médias ont leur part de responsabilité d'avoir installé l'idée que ceux qui étaient vraiment, qui portaient l'écologie et du coup qui disaient le vrai et le faux, qui disaient le bien et le mal aussi sur l'écologie, c'était les Verts. Et les associations environnementalistes, mais qui de fait ont la plupart du temps le même point de vue. D'ailleurs, il y a énormément de passerelles. Souvent, des responsables d'associations environnementalistes deviennent des responsables des Verts et vice-versa. Alors, je voudrais qu'on parle des ZFE, parce que hier, donc, l'Assemblée nationale, dans une espèce d'imbroglio juridico-législatif, a donc voté l'abrogation. Une loi de simplification, mais où on a fait 10 fois plus d'articles à la fin qu'il n'y en avait au début. Mais bon. Donc, les ZFE supprimés, il y a un homme qui a tenu l'oriflamme des ZFE, c'est Alexandre Jardin, l'écrivain. De l'opposition aux ZFE. Oui, l'opposition. Et voilà, lui, il disait, mais enfin, voilà, on est en train de fracturer un peu plus la société. Et avec beaucoup d'ironie, il appelait les Français qui ont des vieilles voitures, qui sont pas capables qui n'ont pas les moyens financiers pour s'acheter de nouvelles automobiles, il les appelait les gueux. Et donc, alors, vous aimez peut-être pas le terme, mais qu'est-ce que vous pensez de l'abrogation des ZFE ? Je pense que c'est un peu... Des zones à faible émission. Justement, donc, voilà, un dispositif qui, au départ, et j'en suis un des... vous savez, les ministres se succèdent et ils travaillent chacun sur un bout du sujet. C'est pour ça que je vous pose la question. Moi, pendant un an, on avait signé au départ juste une espèce d'intention avec une dizaine à l'époque de maires de grandes villes, de toute tendance politique, qui étaient volontaires et qui disaient « donnez-nous la main ». Et donc, il y a eu un dispositif mis en place. Bon, après, il a été inscrit dans la loi. Peut-être que ça, déjà, ça a été une étape qui allait un peu trop loin. Mais quand même, qui disait, chaque ville va ensuite construire son dispositif. Et donc ça, moi, je trouvais que c'était intéressant, le fait que ce soit décentralisé. Le problème, c'est que du coup, les Français, ils ont un peu de mal à s'y retrouver parce qu'ils entendent parler de la ZFE de Paris. Mais s'ils habitent dans une autre région, ah oui, ça va s'appliquer à ma ZFE de Lyon ou de Montpellier ou de Marseille ou de Nantes. Ah ben non, ah mais si, bon, on s'y perd. Ce qui veut dire d'ailleurs que la décentralisation, qui a du bon dans certains domaines, dans d'autres, elle contribue. Mais c'est une bonne mesure. Il illisibles. fallait voter l'abrogation des ZFE. Le problème, c'est que moi, je pense qu'il aurait fallu avoir le courage de dire, attendez, on va se poser 5 minutes. Qu'est-ce qui est intéressant dans un dispositif qui vise quand même, c'est ça l'idée d'origine, tout le monde l'a oublié, à dire, les voitures les plus polluantes, il faut quand même que progressivement, elles partent à la casse. Si on veut réduire la pollution... Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une voiture justement. À ce moment-là, on travaille sur des dispositifs d'accompagnement. Ce que nous avions fait en 2017, et je regrette que ça ait été abandonné depuis, qui était un bonus écologique sur des voitures d'occasion. C'est-à-dire de permettre... Il y a plein de gens en France qui n'achètent jamais de voiture neuve. Moi-même, je n'ai jamais acheté de voiture neuve jusqu'à l'an dernier. Avant, j'ai toujours acheté des voitures d'occasion. Eh bien, quand vous achetez une voiture d'occasion, vous avez une voiture d'occasion qui a 5 ans, ou même qui a 6 ans, 7 ans, elle est beaucoup moins polluante qu'une voiture que vous avez qui a 12, 13 ou 14 ans. Donc les députés n'ont pas pris leur responsabilité en votant l'abrogation. Ils sont tombés... Non, mais parce qu'en fait, on tombe dans le panneau des deux côtés, dans le même panneau, c'est les symboles. Donc, avant, certains ont dit... Il faut faire une mesure contraignante à l'entrée des villes. En gros, on va mettre une espèce de verrou, on va mettre des portiques, on va contrôler, tout ça. Et ça, on va dire un peu les bobos des centres-villes. Voilà, si on veut caricaturer, c'est un peu ça. Et de l'autre côté, d'autres ont dit, au bout d'un certain temps, eh bien, on va couper la tête des ZFE, et une fois qu'on aura coupé la tête des ZFE, ça y est, on aura gagné de la justice sociale, etc. Et en fait, on en revient au point zéro. Donc pour moi, c'est la caricature d'un mauvais débat, mais peut-être que c'était inéluctable, qu'à un moment donné, ça se termine par la suppression pour remettre les choses à plat et dire, bon, attendez, qu'est-ce qu'on fait maintenant concrètement sur ce sujet à la fois du climat et de la pollution de l'air. Sans agiter non plus ce chiffre que tout le monde agite, 48 000 morts liés à la population. Oui, c'est ce qu'on dit aux Français perpétuellement. C'est pas vrai qu'il y a 48 000 personnes tous les ans qui meurent de la pollution de l'air. C'est juste qu'il y a des gens qui vont souffrir de problèmes pulmonaires plus que d'autres quand il y a de la pollution de l'air. Donc, trouvons par exemple, il y avait un système. Moi, je suis très étonné que là, personne n'a rien dit. Au mois de décembre dernier, c'était le gouvernement de Michel Barnier d'ailleurs, il décide de diviser par 2, du jour au lendemain, par décret, le bonus écologique. Oui. Alors qu'avant, on l'a toujours voté au Parlement. Ça a toujours été quelque chose qui était voté dans la loi de finances. Là, ça passe par décret et personne n'a rien dit. Alors que ça, c'était un dispositif qui permettait concrètement de faire la transition de façon positive. C'est-à-dire que là, c'est pas une contrainte, c'est une aide. Et ça marchait. Et là, on le supprime, évidemment, les voitures écologiques se vendent moins.
Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de géopolitique. On sait que les matières premières sont rares. D'ailleurs, il y a tout un débat autour de faut-il continuer à produire des outils, des objets, alors qu'on pourrait en réutiliser, bon, ou les retraités, l'économie circulaire. Mais j'aimerais vous interroger sur ce qui est en train de se passer entre Israël et l'Iran. Alors, pas d'un point de vue politique, je ne vais pas vous demander si l'Iran était sur le point d'avoir sa bombe nucléaire, si on piétine le droit international en attaquant un pays, mais il y a une question qui se pose, c'est celle du détroit d'Ormuz. Il y a un risque que ce détroit soit bloqué et que donc 20% du pétrole, du gaz qui transite par ce détroit soit absent, avec des conséquences, même si on a des réserves stratégiques en termes pétroliers, qui seraient évidemment assez brutales pour les consommateurs. Quelle est votre analyse sur le sujet ? Malheureusement, comme souvent, il faut des crises dramatiques, par ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier en effet qu'il y a des morts tous les jours des deux côtés. Il faut des crises dramatiques pour qu'on se rappelle que le pétrole, le gaz, les ressources fossiles, que nous utilisons encore massivement en France, non pas pour produire de l'électricité, heureusement, contrairement à d'autres pays, mais pour nous chauffer et pour nous déplacer, en voiture, en gros, en camion, en bus, eh bien, c'est des ressources importées. En France, dans un pays comme la France, 100% du pétrole et du gaz est importé. C'est quand même 60 à 70 milliards selon les années et le niveau des cours du pétrole et du gaz au niveau mondial, 60 à 70 milliards de factures énergétiques en importation, donc dans le déficit commercial de la France, ça pèse lourd. On a des ressources, nous, en France, énergétiques. On a l'électricité produite à grande échelle, de façon décarbonée, avec le nucléaire. On y ajoute les énergies renouvelables, qui sont aussi quand même une ressource française. On a la ressource en bois, qui pourrait être utilisée davantage. On a la ressource de l'eau, l'hydroélectricité. Et on a, par ailleurs, la possibilité de faire du biogaz. Enfin, on a une diversité de solutions de production Gaz de schiste ? d'énergie. Gaz de schiste ? Ça a été interdit par la loi oui. en France à plusieurs reprises et sous des gouvernements différents, parce que c'est sous Nicolas Sarkozy notamment que ça a été interdit. Enfin, on achète du gaz aux États-Unis qu'on liquéfie et qui est du gaz de schiste américain. Tout à fait. Bon. Mais je n'ai pas l'impression qu'en France, il y ait tellement de gens qui proposent de fait d'exploiter, mais pas plus en France qu'en Europe d'ailleurs. Alors que vous savez, il y a des ressources en Pologne, par exemple, au Royaume-Uni, mais c'est pas tellement à l'heure du jour. Mais donc on n'exploite pas suffisamment nos matières premières. On a quand même quelque chose d'assez simple qui est sous nos yeux. C'est que les deux principales sources de consommation d'énergie fossile importée, pétrole, gaz, et par ailleurs d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le chauffage, dans un pays comme la France, et les transports, et c'est donc massivement la voiture, les camions et les bus. Sur ces deux sujets, aujourd'hui, on a des solutions qui, bien sûr, se mettent en place progressivement, mais qui permettent de réduire la consommation de pétrole, de gaz, et donc les émissions de gaz à effet de serre, et donc les importations. On ne le fait pas pourquoi ? C'est l'électrification, pompe à chaleur pour le chauffage, et voiture électrique. Bon, c'est quand même là-dessus qu'on devrait jouer. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de forcer. On ne va pas aller chez les gens en disant, toi, si tu n'as pas changé ta chaudière dans un an, tu auras une amende. Mais en revanche, on pourrait, chaque fois que les gens ont une chaudière qui tombe en panne, dire, là, c'est terminé, la chaudière au fioul, la chaudière au gaz. Et d'ailleurs, on va vous aider à investir dans une pompe à chaleur électrique. Vous savez qu'il y a longtemps, les gens l'ont complètement oublié, mais GDF, à l'époque, le fournisseur de gaz, eh bien, il allait chez les gens et il leur cofinançait la chaudière au gaz pour que les gens adoptent une chaudière à gaz, puis évidemment après ils vendaient le gaz. Et pendant des années, on pourrait peut-être faire la même chose aujourd'hui sur les pompes à chaleur électriques ou sur les voitures électriques. Alors sur le nucléaire, François de Rugy, évidemment c'est une énergie décarbonée, même si évidemment le retraitement des déchets pose un certain nombre de questions. Oui, mais sur les sujets sur lesquels on progresse énormément. Bien sûr, mais qu'on n'a pas entièrement résolu. Mais je voulais vous interroger surtout sur le virage sur l'aile qu'a effectué le président de la République, qui, dans un premier temps, a expliqué qu'on allait fermer des réacteurs, je crois que c'était 12 ou 13, puis à partir du fameux discours de Belfort, il dit au contraire qu'il faut relancer l'énergie nucléaire. On a perdu du temps. Oui, mais c'est pareil, plus personne ne se souvient. C'est une question. Oui, non, oui et non, parce qu'on aurait pu avoir une relance du nucléaire qui se fasse plus tôt. Non, parce que, par ailleurs, aujourd'hui, on produit trop d'électricité en France. C'est paradoxal, mais on ne s'en rend pas compte. Mais en fait, la consommation, elle stagne, voire elle est inférieure aujourd'hui à ce qu'elle était en 2019.
Ce qui n'est pas bon signe, hein, parce que si le la pays consommation s'est d'électricité... désindustrialisé. Alors il y a cette question-là, oui. et puis il y a le fait que ça veut dire donc qu'au lieu d'utiliser davantage l'électricité pour le chauffage et pour les transports, on continue à utiliser du gaz et du pétrole, et ce qui est à la fois, en plus c'est quand même intéressant, c'est contre notre intérêt écologique et économique. Consommer du pétrole et du gaz, c'est continuer à donner de l'argent à des pays étrangers. Hein. Ça ne nous rapporte rien à nous, France. Donc c'est pas made in France, hein, le pétrole et le gaz. Donc on devrait développer davantage les consommations d'électricité, et à ce moment-là, en effet, il y aurait un débouché et pour le nucléaire et pour les renouvelables. Alors, seconde et dernière question sur le nucléaire, ça va vous rappeler votre famille d'origine politique. Les Grünen allemands ont joué un rôle absolument incroyable en Allemagne quand ils ont, il y a quelques décennies, poussé le gouvernement allemand à sortir du nucléaire. Sans doute parce que le voisin d'à côté, qui était la France, avait une telle puissance dans cette énergie que leur propre industrie, et notamment celle du secteur de la voiture, était en danger. Est-ce qu'on s'est fait rouler dans la farine par les Grünen allemands ? Disons que les Verts allemands, ils ont aussi fait écho à l'opinion allemande. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'Angela Merkel, quand elle est arrivée au pouvoir en 2005, elle n'a pas changé ce choix de sortie du nucléaire. Elle l'a même confirmé en 2011 après l'accident de Fukushima. Pourquoi ? Parce que l'opinion allemande est majoritairement anti-nucléaire. Bien au-delà des Verts. Les Verts allemands, par la suite, n'ont rien trouvé à redire à l'ouverture de centrales à charbon en Allemagne. Ce qui est incohérent. Ce qui est totalement dingue. Et d'un point de vue climatique, d'un point de vue écologique. Mais même là, le nouveau gouvernement allemand, dirigé par un chrétien-démocrate, Friedrich Merz, qui avait dit dans sa campagne électorale qu'il relancerait le nucléaire, finalement ne le fait pas parce qu'il a passé un accord avec les sociodémocrates qui sont, un peu comme les Verts allemands, assez hostiles à la relance du nucléaire, parce qu'une partie de l'opinion allemande, majoritaire, est contre le nucléaire, contrairement à la France. Hein, c'est une grosse différence, l'opinion française est majoritairement pro-nucléaire. Donc, est-ce qu'on c'est pas qu'on s'est fait rouler, c'est que pendant longtemps, il y avait un bras de fer en Europe entre l'Allemagne et la France sur ce sujet. Comme par ailleurs, on essaye d'être quand même plutôt le couple franco-allemand, bon, on a essayé de trouver des compromis. Maintenant, je pense que quand même, l'arrivée d'un nouveau chancelier allemand, au moins à ce bénéfice, c'est qu'au niveau européen, il dit « je ne bloquerai plus » le fait que l'énergie nucléaire soit soutenue au niveau européen, et notamment soit soutenue financièrement, notamment par la Banque européenne d'investissement. C'est très important pour financer en France, mais surtout dans d'autres pays, parce qu'il y a d'autres pays, notamment l'Est de l'Europe, peut-être demain l'Italie, la Belgique vient le Danemark vient de faire sauter des lois qui étaient de sortie du nucléaire. Et donc là, il y a un mouvement potentiel de relance du nucléaire en Europe. Ce qui est très important, parce qu'en France, en fait, on a déjà une capacité très importante. Donc c'est surtout en Europe que ça se joue pour, d'abord peut-être l'industrie nucléaire française, mais surtout pour décarboner massivement la production d'électricité. Alors on disait que les matières premières sont rares. Sans doute jamais un terme n'aura été aussi qualifiant. Je voudrais vous parler des terres rares et de la façon dont Donald Trump, président des États-Unis, fantasque, Mais président des États-Unis. Mais président des États-Unis, très bien élu, tous les swing states, le Banque populaire. Bon. Mais aujourd'hui, on voit que c'est moins l'homme politique qui parle que l'homme d'affaires. Il est en train de dealer, même si ça prend plus de 24 heures, comme il avait dit pendant sa campagne avec l'Ukraine, l'exploitation des terres rares en Ukraine. Il fait la même chose au Congo, où il est en train d'assurer, enfin c'est la demande du président Tshisekedi, une protection via son voisin contre les terres rares. Et les Chinois sont également sur le marché. C'est une nouvelle façon de faire de la politique, ou c'est une forme d'utiliser la superpuissance militaire américaine pour piller en monnayant ses ressources? Moi, je crois que c'est surtout qu'en Europe, et notamment en France, on a oublié un des fondamentaux de l'économie, qui est d'avoir accès aux matières premières. Il y a les matières premières énergétiques, et puis il y a les matières premières qui servent à l'industrie et à la production. Il y a aussi les engrais qui servent à l'agriculture. Voilà. Des matières premières que nous n'avons pas toujours en France, évidemment. Alors, on en a quand même quelques-unes qu'on ne veut pas toujours exploiter. Il y a des projets de mines de nickel, de lithium, oui. de lithium, le nickel c'est en Nouvelle-Calédonie, mais de lithium en France métropolitaine, oui. C'est très compliqué colossal, parce que beaucoup de gens s'y opposent. C'est dommage, il y a de l'hydrogène blanc, ce qu'on appelle, dans le sous-sol aussi également. Même là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais la géothermie de grande profondeur, c'est-à-dire de l'eau chaude à 170 degrés qui est sous nos pieds, mais il faut accepter de forer
de façon très profonde. Donc ça peut créer des tremblements à certains moments. Alors tout de suite on dit c'est des séismes et donc on arrête tout. C'est dommage parce que ce sont des ressources, encore une fois, que l'on peut avoir et ne pas être dépendant des autres. Après, il y aura toujours des matières premières que nous n'aurons pas. Et d'ailleurs, les Chinois sont exactement dans cette situation. Ils n'ont pas énormément de matières premières. Moi, je pense qu'il faut... Non, mais il faut avoir une stratégie. On ne peut pas reprocher aux Chinois d'avoir une stratégie depuis plusieurs dizaines d'années sur l'approvisionnement en matières premières, notamment de terres rares. Alors après, on peut leur reprocher la méthode qu'ils emploient, parfois des choses qui sont quand même du néocolonialisme, mais dans les médias français, on préfère considérer que c'est encore la France qui serait dans le néocolonialisme, la France-Afrique, alors que la Chine-Afrique est 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus puissante que la France en Afrique, maintenant déjà depuis 20 ans. Ah oui, d'ailleurs, pour développer... Et le retour des États-Unis en Afrique, hein, les États-Unis c'était beaucoup désintéressés de l'Afrique, mais maintenant ils y reviennent, notamment pour cette question-là, ça devrait quand même nous réveiller un petit peu. Les gens savent à quel point la Chine, pour développer, enfin en tout cas avant le conflit, ces nouvelles routes de la soie, endette les pays notamment africains en leur faisant financer des infrastructures et se substitue au FMI en réalité, non seulement pour construire des infrastructures, mais pour les endetter eux-mêmes. C'est-à-dire que ces pays deviennent totalement dépendants du deal avec la Chine. Un mot quand même, vous avez parlé des agriculteurs. Et je pourrais y mêler aussi un peu Bruxelles. Madame von der Leyen a été, il y a quelques mois, signé, je crois que c'était au Chili, le traité du Mercosur. Frédéric Merz, le chancelier allemand, lors de sa première visite à Emmanuel Macron à l'Élysée, a dit « l'Allemagne signera le traité du Mercosur ». Emmanuel Macron s'y oppose pour l'instant. Est-ce que vous comprenez les agriculteurs qui disent « mais attendez, s'il n'y a pas si on ne respecte pas, s'il n'y a pas de clause miroir, si on nous oblige, nous, à produire de cette manière alors qu'on va importer des produits qui, eux, ne respectent aucun de nos règlements, est-ce qu'on peut comprendre que ce soit la FNSEA ou la coordination rurale, ils ne veulent pas de ce traité du Mercosur? Oui, sur certaines filières. La filière de viande bovine ou du poulet, de la volaille. En revanche, regardons quand même ce qui s'est passé sur plusieurs dizaines d'années quand il y a eu des accords commerciaux de libre-échange. À chaque fois, c'est la même histoire. À une époque, c'était le GATT, pour ceux qui ont un peu de mémoire, dans les années 90. Avant l'OMC. Voilà. Il y avait les mêmes manifestations, les mêmes oppositions. Plus près de nous, le CETA, l'accord avec le Canada. Oui. Moi, j'avais invité Justin Trudeau, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, à s'exprimer devant l'Assemblée nationale française pour dire, voilà, argumentez, exprimez-vous devant les députés français sur le Canada. Beaucoup de producteurs français, ça a été un débouché, le CETA. Eh bien, tout à fait. Avec 6 ans de recul, parce que maintenant ça fait 6 ans qu'il est en vigueur, on peut dire que c'est au bénéfice de l'Europe en général et de la France en particulier, et notamment dans le domaine agricole. Bon, il faut quand même qu'on ne perde pas de vue notre intérêt du point de vue économique global à l'échelle européenne et française, et puis la force, y compris qui peut être celle de l'agriculture française, mais aussi de l'industrie, et par ailleurs ce qu'on vient de dire juste avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire d'un côté « Ah, la Chine est très offensive en Afrique, mais également en Amérique du Sud. Les États-Unis, ils sont très offensifs. » Et nous, Europe, dire « Ah ben non, alors que l'Amérique du Sud nous tend les bras. » Elle nous tend les bras. Elle dit « Nous voulons travailler avec l'Europe. » Par ailleurs, on est quand même assez proches. Hein, culturellement, l'Amérique du Sud et l'Europe, c'est quand même les mêmes pays. Et de dire, on dit non, juste parce qu'il y a quelques filières sur lesquelles on a une inquiétude. Moi, je sais que je suis très minoritaire, il y a eu l'unanimité à l'Assemblée nationale pour refuser, tout courant politique confondu, refuser le traité Mercosur. Enfin, ça me paraît quand même un peu dommage de donner l'impression qu'on ferme complètement la porte à des accords avec l'Amérique du Sud, alors que justement l'Amérique du Sud, pour une fois, se tourne plutôt vers l'Europe que vers ses voisins du Nord des États-Unis, parce que les États-Unis sont très agressifs commercialement. En revanche, la Chine, il y a de plus en plus d'accords. Il y a un port, au même moment où Ursula von der Leyen allait en Amérique du Sud pour dire bon bah oui, on est proche d'un aboutissement à la négociation Mercosur. Il y avait le président Xi Jinping, chinois, qui était dans un pays d'Amérique du Sud, je ne sais plus si c'était le Chili ou le Pérou, sur le Pacifique, et qui inaugurait un port 100% financé par la Chine, qui a pour but à la fois d'exporter les produits chinois en Amérique du Sud et d'importer en Chine les matières premières, dont le lithium. Les agriculteurs, François de Rugy, ils ont l'impression un peu d'être une monnaie d'échange. Pourquoi je vous parlais du Chili tout à l'heure? Parce que le Chili est le premier producteur mondial de cuivre. Oui.
Oui, et on a besoin de cuivre Et il a beaucoup de ressources en lithium. pour relier nos éoliennes au centre de distribution de l'électricité. Donc en fait, Oui, d'une manière générale, on a besoin de cuivre. Hein, non mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que les agriculteurs, si vous voulez, on parlait d'écologie contraignante tout à l'heure, non expliquée, punitive, eux, ils ont l'impression un peu qu'ils sont la monnaie d'échange pris entre les transpositions de directives européennes et de la PAC et un avenir qu'on leur promet. Est-ce qu'on ne prend pas le problème du mauvais bout? C'est-à-dire, si on permettait, par exemple, prenons l'exemple de la filière volaille. En France, comme en Europe, on mange de plus en plus de poulet. Et comme dans le monde entier d'ailleurs. On mange plus de poulet et moins, en gros, de viande rouge et de porc. Eh bien, la France, elle a toujours su produire des poulets. En grande quantité, de toutes catégories. Poulet, on va dire, peu cher, jusqu'à du poulet haut de gamme, le chapon de Bresse ou que sais-je encore. Et aujourd'hui, ce qu'on consomme en France n'est produit en France qu'à 50%. Tout volaille confondu. Les gens ne le savent pas. Parce que quand ils vont chez le boucher et qu'ils achètent un poulet, il est fabriqué en France. En général, il est produit en France. Sauf que quand ils achètent des nuggets ou quand ils vont dans de la restauration, pas que la restauration rapide avec les grandes chaînes, aussi la restauration du coin de la rue ou la cantine scolaire, etc. En fait, ils achètent du poulet importé, enfin ils mangent du poulet importé sans s'en rendre compte. Eh bien ça, pourquoi c'est le cas? Parce qu'on a mis un certain nombre de contraintes sur la production de volailles en France, au nom du bien-être animal, par exemple, qui font que ça devient plus compliqué, plus cher. Et donc, au lieu de manger moins, évidemment, de poulet, on en importe plus. C'est là qu'il faut se poser la question pour rendre de nouveau l'agriculture française compétitive en Europe, déjà, et aussi à l'échelle mondiale. Alors, pour terminer, j'aimerais vous parler donc du dernier numéro de l'Hémicycle, cher François de Rugy. Donc, l'Hémicycle, c'est la revue qui aime la politique et l'économie. David Revaud-Dallon, qui est le rédacteur en chef, avec maestria, impose des papiers sur le fond, sur les grands thèmes qui traversent la société française. Et là, on a fait un sondage, alors qui avait déjà été fait, mais qui est assez marrant, qui est de demander à nos lecteurs avec qui ils aimeraient, quel homme ou quelle femme politique ils aimeraient partir en vacances cet été. Alors, c'est assez proche, finalement, des sondages de notoriété ou d'une élection qui se rapproche, qui sera celle de 2027. Le premier, c'est Jordan Bardella. La deuxième, c'est Marine Le Pen. Le troisième, c'est Gabriel Attal. Le quatrième, c'est Édouard Philippe. Et la cinquième, c'est Marion Maréchal. On a très loin Laurent Wauquiez, très loin Éric Zemmour, très loin Gérard Larcher. En dernier, François Bayrou, qui n'a pas une cote de popularité extraordinaire, parce qu'il est à 17% aujourd'hui de satisfait chez les Français. Alors, vous êtes un ancien homme politique, mais si je vous avais inclus dans ce sondage, alors il y a bien d'autres thèmes traités. On a une très bonne interview de Rachida Dati, notamment sur le secteur public des médias. On a un très bon dossier sur l'immigration qui devient une obsession française. Alors, c'est un constat qu'on peut dresser. Après, le secteur économique ont besoin aussi de main-d'œuvre, puisqu'on a une démographie en baisse, puisque bon, tout ça est vrai. Si je vous posais la question, vous partiriez avec qui, vous? Alors, au risque de ne pas être sans doute dans ceux qui sont les plus on peut le dire avec moi-même, mais bon. Non. Spontanément, je penserais à François Hollande. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis sûr que je m'amuserais pendant les vacances. Qu'on aurait beaucoup de choses drôles à se raconter. Alors, François Hollande, il est en 6e position. Ah, vous voyez. Alors, j'aurais pu dire Nicolas Sarkozy, que je connais moins, mais où à chaque fois que je l'ai rencontré, j'ai toujours eu l'impression de ressortir avec, en ayant appris des choses. Et en plus, il est drôle aussi. Donc voilà, moi j'aurais plutôt privilégié ces deux hommes politiques plutôt que Jordan Bardella, que je ne connais pas par ailleurs, donc sur lequel je n'aurais pas de jugement. Et Gérard Larcher, vous voyez, je crois qu'il n'est pas très bien placé dans Non, il est très loin. Gérard Larcher, il est avant-dernier. J'ai jamais passé de vacances avec lui, mais ça m'est arrivé pendant mes vacances d'aller le retrouver un jour dans le Finistère et un autre jour dans le Pays Basque. Et ça a toujours été un plaisir également. C'est vrai que François Hollande... je cherche pas la popularité. François Hollande est très drôle, en fait. Il était ici pour un club l'Hémicycle qu'on avait organisé parmi les grandes émissions politiques et économiques qu'on fait. Et à la fin, je lui pose évidemment la question. Je lui dis, François Hollande, peut-être vous serez le plus petit dominateur commun à gauche. Alors peut-être qu'il aurait voulu qu'Olivier Faure soit battu. C'est pas impossible. Et vous savez ce qu'il me répond? Il me dit, écoutez, peut-être que la dernière fois, vous n'avez pas voté pour moi. Donc déjà, c'est assez drôle. Il me dit, en revanche, si vous avez gardé le bulletin, mettez-le dans l'urne en 2027, on ne sait jamais. Voilà, ça c'est François Hollande. François de Rugy, merci. Beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Et donc, je vous recommande le dernier numéro de l'Hémicycle avec des dossiers sur des questions qui traversent, qui taraudent, qui fracturent parfois la société française. Merci de votre attention. À bientôt. Merci, bonsoir.